Je vous prends quand vous voulez sur un tatami et maintenant on va laisser la parole à Pascal Kouyumdjian de Nîmes sur la chirurgie robotique de la hanche. Pascal, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remercie et je remercie notamment les coordonnateurs, Jacques Hatton et aussi Sébastien Lustig de m'avoir invité à cette noble assemblée. Et puis je suis particulièrement touché puisque dans l'assemblée, il y a Monsieur Dubousset qui est là. Et j'ai passé quelques mois, voire années avec lui à l'ENSAM. À l'époque, c'était sur la scoliose, comme quoi la scoliose peut mener à la hanche. Et donc on m'a demandé de parler de la hanche robotique. Alors on n'est pas sur une thématique sportive. Là, on va partir sur quelque chose de plutôt assez controverse peut-être. Et ça sera l'objet de quelques remarques, j'imagine. Alors j'ai axé effectivement cette présentation sur le robot. C'est quoi un robot? C'est finalement un système mécanique, électronique et informatique qui est à la charge, en tout cas, qui est conçu pour accomplir les tâches que lui demande l'humain. Avec l'apparition de ce mot en début du XXe siècle, 1912, c'était Čapek qui était dans une œuvre de science-fiction, avait inventé ce mot par le biais de son frère, Robota, qui veut dire en tchèque robot, et puis repris aussi par Isaac Asimov dans son livre, qui est en fait un biochimiste, un biologiste qui était né en Russie et qui a professé à New York et à Boston plutôt, et qui est mort à New York et qui avait repris, au-delà de la vulgarisation de certaines œuvres qu'il avait scientifiques qu'il avait publiées, avait publié des œuvres de science-fiction, avait décrit les trois lois, les trois règles de la robotique, à savoir premièrement défendre l'humain, deuxièmement lui obéir et troisièmement se protéger lui-même tout en respectant les deux premières règles. Alors, au-delà de nourrir le collectif imaginaire cinématographique, ces robots sont bien sûr largement utilisés, préalablement à la médecine, dans l'industrie, dans l'exploration spatiale maritime et effectivement dans la médecine avec deux souhaits, deux objectifs principaux. Le premier, c'est peut-être d'aller plus loin que la chirurgie conventionnelle et notamment dans le cadre du développement de la chirurgie mini-invasive, permettre soit d'être encore plus mini-invasif, soit d'accéder à des zones peut-être difficiles d'accès par la chirurgie conventionnelle. Et puis peut-être que la deuxième, et certainement même que le deuxième objectif, c'est de réaliser des gestes à distance, ce qui a été l'objet d'un certain nombre d'études, donc fin XXe siècle, début XXIe. On voit là, on palpe, là c'est une photographie que j'avais prise au laboratoire, au musée plutôt de sciences à Oxford. On voit le progrès qui a été fait dans l'instrumentation rachidienne et pour en arriver à cette robotique et avec une évolution de la robotique sur les concepts, parce qu'on parle de robots, mais on ne sait pas finalement de quoi on parle. Est-ce que c'est un système qui permet d'opérer à distance? Est-ce que c'est un système qui est réellement actif? Est-ce que c'est un système passif? On voit sur cette diapositive l'évolution depuis 85, équipe japonaise, Puma, robot qui permettait de guider les biopsies cérébrales, puis en 88, Probot, qui était en fait un robot aidant aux biopsies transurétrales, donc une équipe de Londres qui avait développé le concept, puis 92, c'est là où apparaît la robotique en orthopédie sur la robotique essentiellement de l'hanche mais du genou avec le RoboDoc, et puis tous les systèmes passifs pour arriver au Da Vinci, le Zeus notamment, développé par les équipes de Cleveland, avec l'une des premières chirurgies à distance réalisées avec le Zeus, notamment une cholécystectomie réalisée à New York avec la patiente qui était à Strasbourg, et puis enfin les Da Vinci pour en arriver maintenant à une diffusion du Da Vinci qui est d'environ 80 Da Vinci en France, plus de 3000 dans le monde. Si on se focalise sur l'orthopédie, globalement, et un article Current Concepts qui le revoit, les chirurgies traumatologiques de l'épaule et de la cheville restent à la marge et les principales chirurgies développées avec cet outil robotique sont celles de la hanche, du genou et du rachis. Et on voit, se focalisant sur ces chirurgies, là encore l'évolution des concepts pour en arriver, bien sûr de façon non exhaustive, aux trois systèmes robotiques actuellement au début du XXIe siècle qui sont actifs et qui permettent de réaliser la chirurgie de la hanche prothétique et du genou, et je ne parlerai, comme l'a dit Sébastien, que de la hanche aujourd'hui. Alors quelques rappels de définition. D'abord, en quoi ça consiste et quels sont ces différents concepts de robots. Premièrement, on peut considérer qu'il y a trois types de robots. Les robots passifs, un peu c'est comme le Da Vinci, on peut opérer à distance. En gros, on est guidé par le robot, mais par contre le robot, lui, a besoin de la main humaine pour agir
agir, les systèmes semi-actifs qui sont des systèmes de feedback en temps réel, comme le Mako notamment et le robot que je vais vous présenter pour la hanche, et puis les systèmes actifs qui n'ont pas besoin de la main humaine pour aller réaliser la procédure ou la tâche qu'on va leur demander. Deux types de modes d'action aussi, les actions dites directes, c'est-à-dire que le robot va réaliser les coupes osseuses, puisqu'on est dans la chirurgie prothétique, ou bien les actions dites indirectes, et là c'est plutôt le robot qui va, via une planification préopératoire, adapter un gabarit de coupe, le maintenir en bonne place de façon à réaliser les coupes osseuses, notamment pour les chirurgies du genou. Concernant ces méthodes de coupe osseuse, on peut déterminer trois types de feedback. Un feedback autonome complètement, c'est-à-dire que le robot contrôle complètement la main du chirurgien. Les méthodes haptiques, on peut faire des choses, donc c'est nous qui tenons le robot, mais par contre le robot nous contraint dans le geste et ou se désactive ou bloque le geste au-delà de la zone dite de danger, c'est-à-dire la zone où il ne faut pas couper, ou la zone où peut y avoir des parties molles, on va dire, dangereuses à léser. Et puis le contrôle par le robot, par une simple désactivation, c'est-à-dire qu'on va aller driller par exemple un fémur ou un tibia, et le robot va se désactiver au-delà de la zone, de la safe zone, c'est-à-dire la zone qu'il faut remodeler. Ici un exemple donc de ce système qui s'appelle le système Navio et qui permet de se désactiver. Je passe rapidement puisque c'est pas le sujet, le genou, le sujet est la hanche. Et donc je vais en venir à la hanche effectivement. Alors l'intérêt, pourquoi le robot? Parce que finalement la polémique est là. Est-ce que réellement on a besoin d'un robot pour mettre une prothèse de hanche, considérant que les résultats globaux de ces prothèses totales de hanche vont plutôt bien, très bien? Parce que une partie des complications, alors certes peu importantes, mais 30 à 40% des complications peuvent être liées à des malpositions et un manque de fiabilité peut-être du geste opératoire. Par exemple pour les luxations, on parlait des usures du polyéthylène, pourquoi pas, notamment quand on a des conflits intraprothétiques, et puis aussi d'avoir la capacité peut-être au-delà de la fiabilisation de réaliser les coupes, c'est de contrôler aussi ce qu'on appelle l'offset et l'inégalité de longueur. Donc au bout du compte, c'est in fine d'améliorer le résultat parce qu'on est dans une démarche complètement différente et que l'évolution et la demande fonctionnelle du patient a changé. Le discours reste le même et vous voyez que l'échange entre le médecin et le patient a bien changé depuis ces derniers temps. Le key point de la robotisation, c'est la planification. Et ce qui est intéressant dans cette robotisation, c'est cette planification en 3 dimensions. On fait un scanner préopératoire et on a en gros 2 systèmes. Un système dit autonome qui est le précurseur des systèmes robotiques de la hanche. Vous voyez ici très bien la capacité qu'a le robot de driller sans la main humaine à la fois le cotyle et à la fois le fémur dans ce système de T-Solutions. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas la main humaine. L'inconvénient, c'est que l'abord chirurgical, comme vous le constatez pour une prothèse, est assez invasif et que globalement ce système est quand même, on va dire, assez controversé. Et puis il y a les systèmes actuels. Le système actuel, qui est le système donc Mako, qui est un système diffusé, qui est un bras robotisé qui permet en temps réel d'adapter le geste opératoire, notamment sur le fraisage. En gros, on a 2 parties dans la prothèse, la partie dans le cotyle, donc le travail du cotyle, et puis le travail de la tige. On peut robotiser la partie acétabulaire, on ne peut pas robotiser, mais on peut naviguer la tige via ce système et donc via la réalisation d'un scanner multiplan calibré, réalisé en préopératoire, qui sera donc incrémenté dans la machine. Et comment ça se passe en pratique? Le plus simple, c'est de prendre un exemple. Vous voyez ici donc la planification avec plusieurs cahiers des charges, le centre de rotation net de l'acétabulum natif en violet, le centre de rotation de l'acétabulum de la cupule en vert. On essaie de faire coïncider ou pas ces centres de rotation, on évite la médialisation ou pas, et derrière on a la capacité de gérer aussi en fonction des tiges, des implants qu'on utilise, l'antéversion et la taille de l'implant fémoral. On a la version fémorale native, quid des landmarks qu'on utilise, ça peut être la discussion, mais on a accès à cette antéversion dans le cadre effectivement d'une réflexion qui est notamment celle de l'antéversion combinée, de façon à optimiser la pose des implants, éviter notamment les luxations ou les conflits. Alors un exemple ici de technique chirurgicale, c'est une voie antérieure, mais ça peut s'adapter à des voies postérieures sans aucun problème. Si ça part. Donc on met des marqueurs pendant l'intervention avec
ce repère pelvien que vous voyez marqué sur la crête contralatérale à l'hanche opérée, plus les repères périacétabulaires qui vont être entre guillemets les repères péropératoires, ils vont permettre les ajustements péropératoires et donc vont se dispenser de la mobilisation du bassin péropératoire lors de la procédure. On met en place la fraise et donc ce bras robotisé, on a la planification en 3D devant. Finalement, le plus compliqué, c'est de regarder plus l'écran que le patient à ce moment-là, et on va fraiser la zone verte qui correspond en gros à la zone de fraisage nécessaire, tout en contrôlant également l'orientation, sachant que cette orientation est automatiquement contrôlée. Pourquoi ? Parce que le robot va aller maintenir le centre de rotation du fraisage de façon à éviter soit les ovalisations, soit au contraire les protrusions, d'où l'intérêt. Et on va suivre en direct effectivement donc le positionnement de la cupule qui là encore va être contrôlé par méthode dite haptique, contrôlé par le robot. Voilà le positionnement, polyéthylène, ça peut être n'importe quoi. C'est vrai que ce système est fermé sur un type de matériel. Je passe rapidement. La navigation, la mise en place d'une tige qui n'a rien de robotisé, mais par contre un contrôle final de la prothèse une fois réduite qui permettra de contrôler à la fois la longueur du membre inférieur, ce qui est quand même pas inintéressant, connaissant les problèmes médico-légaux des inégalités de longueur, et aussi l'offset, qui est un problème plus difficile à gérer, qui dépend de l'implant. Je vais passer donc rapidement. Est-ce que c'est intéressant? Oui, non. Les publications restent limitées. Actuellement, voilà une publication de Benjamin Donks de Chicago qui montre qu'il y a intérêt, considérant et comparant différents types de procédures chirurgicales, radio-guidées ou non, quelle que soit la voie d'abord, à utiliser ce robot pour la précision d'implantation de la cupule. On voit qu'on a tendance à économiser également l'os, comme vous le voyez ici, avec un fraisage avec une taille unique et donc une planification qui permet d'éviter d'aller au-delà du fraisage et donc de médialiser et ascensionner la cupule. Et puis les résultats fonctionnels semblent intéressants, mais là encore avec beaucoup de prudence, car on va dire que les conflits d'intérêts peuvent aussi être intégrés dans ces analyses et pour l'instant, au-delà de dire que les Forgotten Hip scores sont meilleurs avec la chirurgie robotisée, il faut rester bien sûr très prudent. Donc c'est quoi les bénéfices attendus? La précision, la reproductibilité, ça c'est clair. C'est réduire, accéder à certaines zones anatomiques, oui, en gros essayer d'être le plus mini-invasif, puisque le robot IAD, c'est pas vraiment le plus intéressant. Peut-être de réduire la fluoroscopie pour ceux qui utilisent la fluoroscopie opératoire, ça c'est certain. Effectuer une chirurgie à distance, et surtout c'est un outil assez intéressant d'un point de vue scientifique et pédagogique, parce qu'on réfléchit la prothèse complètement différent et on a des datas assez précises sur l'orientation des implants. Le problème c'est le coût, et puis le coût à la fois du hardware et du software, et puis le coût du consommable, parce que globalement c'est un coût, c'est 400 € par procédure, donc c'est pas rien. Et puis surtout, pour l'instant, on n'a pas de preuve, on va dire, évidente du bénéfice franc de ces prothèses. Je finis parce que je vois que je déborde, donc que le coût quand même est un problème important, que malgré ce coût, il y a de plus en plus d'équipes, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe, qui se munissent de ce robot et qui y trouvent un intérêt tout particulier, que ce soit sur la hanche, mais surtout sur le genou. Je vous remercie. Merci beaucoup Pascal. Première question. Oui, merci beaucoup pour cet exposé sur la chirurgie robotisée en orthopédie. En chirurgie viscérale, on a également le robot Da Vinci dont vous nous avez parlé, mais qui est beaucoup moins autonome. Et donc je voulais rappeler à l'ensemble de nos collègues que l'Académie se penche sur le problème de la chirurgie robotique et on va faire un rapport donc en 2020 sur les robots en chirurgie, notamment sur les différentes possibilités qu'on a de revisiter une opération en utilisant ces nouveaux instruments. On peut changer des concepts en chirurgie. Par exemple, on peut passer de la technique d'ablation pour un cancer à une technique de destruction par des agents physiques, radiofréquences, etc. Et puis également, quelque chose que vous évoquez à la fin de votre exposé, c'est comment gérer l'explosion de l'utilisation de ces robots au niveau de notre système de santé. C'est-à-dire, qui est le maître? Est-ce que c'est les médecins qui vont gérer ou les chirurgiens qui vont gérer la diffusion de cette technique? Est-ce que c'est les
les compagnies fabricants d'instruments qui vont dire où est-ce qu'ils veulent mettre les différents robots, est-ce qu'il y a des centres experts, est-ce qu'il y a de l'enseignement, etc. Donc je pense que votre exposé est parfaitement dans la ligne de des réflexions qu'on a au niveau de l'académie, et je vous remercie d'avoir présenté ces données. Merci pour ces remarques. J'ajouterais que peut-être que la principale limitation actuellement, c'est, au-delà du prix, c'est le fait que ces systèmes soient fermés à certains implants et que du coup ça crée un espèce de lobbying autour d'un certain laboratoire, et que du coup ça nous mène à mener des études médico-économiques qui sont un peu biaisées de temps en temps, parce que clairement il faut aller négocier avec le laboratoire pour avoir ce type de robot. Donc c'est pas si simple que ça. Oui, puis si je peux compléter ce qu'a dit Pascal, la Sofcote s'y est intéressée, puisqu'elle nous avait demandé cette année de faire la veille technologique sur la robotique, toute articulation confondue, et les chiffres que tu as montrés, vous voyez, la diapo, elle montre qu'en France, si on considère seulement ce robot-là, on est finalement plutôt à la traîne par rapport à l'Italie ou l'Angleterre, qui sont des pays qui, on va dire, assez équivalents en termes de nombre de procédures. Donc on a quand même une utilisation pour l'instant très raisonnée en France par rapport aux États-Unis, mais comme toi, on regarde de près les études qui sont faites, et si la science montre que le bénéfice est certain pour les patients, on trouvera un moyen je pense, de financement et de choses. Si les résultats sont équivalents avec des coûts qui sont disproportionnés, probablement que ça sera difficile de justifier ça à long terme. Donc c'est pour ça qu'il y a des équipes comme ton équipe qui s'y intéressent de près, qui font des études, et puis qui nous donneront, je pense, que des résultats, parce qu'on a besoin de données françaises. On ne peut pas se baser que sur les données américaines ou anglo-saxonnes, quoi. On a juste, pour compléter ce que tu dis et aller dans la suite de ton idée, c'est qu'on a commencé, nous, l'expérience, je ne l'ai pas dit au départ, peut-être que c'est intéressant de le resituer. Pour l'instant, on est le seul centre français à faire de la hanche. Par contre, on n'est pas le seul centre français à faire du genou, puisqu'il y a 5 ou 6 centres actuellement en France qui ont coopté ce système-là. Je parle du système macro, il y a d'autres systèmes pour le genou. Clairement, le problème, c'est d'avoir des études autonomes et indépendantes. On a commencé notre expérience il y a 1 an et demi maintenant. Donc on arrive à peu près à 250 ou 300 procédures sur la hanche et autant sur le genou. Donc l'idée, c'est justement, ça a été le sujet d'une certaine communication à la Sofcote, l'idée, c'est justement d'essayer d'être le plus, on va dire, sans conflit d'intérêt, le plus autonome et indépendant possible pour sortir des résultats, notamment sur les scores fonctionnels précoces. Après, il faudra encore du temps pour le juger à distance. Oui, c'est un sujet où vraisemblablement les sociétés savantes ont un rôle très important à jouer, et je le dis parce que la Sofcote est une société bien organisée en termes de mise en commun des résultats, mise en place de registres, etc. Et pour plaider auprès de la CNAP pour un suivi, je veux dire que ces patients soient bien fléchés de manière à ce qu'on puisse exploiter au maximum les données médicales. Parce qu'on constate que, en viscéral en tout cas, on a tendance, nous, à travailler chacun dans notre coin, et on ne met pas les résultats en commun, et donc du coup on a des études faibles, ou qui sont même inconsistantes parfois. Et donc c'est un peu dommage, et je pense que les sociétés savantes ont, dans ce domaine, pour nous donner du pouvoir, pour pouvoir prouver les résultats, une importance, une très grande importance. Oui, je crois qu'on est à peu près dans la même problématique que la navigation, parce que j'ai utilisé la navigation pour poser les prothèses de hanche il y a déjà plus de 15 ans, dès que les premiers systèmes sont apparus en France, qui venaient d'Allemagne d'ailleurs, et les arguments étaient les mêmes. Mieux positionner les implants pour éviter l'usure, c'était l'argument. Alors, on en a fait beaucoup, on a maintenant un bon recul. Le seul problème, c'est qu'on n'a jamais pu prouver exactement le problème qu'il y a actuellement avec le robot, qui est beaucoup plus récent, que ça apportait un plus à long terme. Parce que, pour le savoir, les prothèses de hanche posées, même peut-être pas très bien, elles durent quand même maintenant, avec les nouveaux matériaux, très longtemps. Puis avec les grosses têtes, elles se luxent plus. Donc le problème de la luxation est un petit peu au second plan, alors qu'il était au premier plan avec les prothèses de Charlie. Donc, est-ce qu'on peut vraiment prouver, que ce soit la navigation ou le robot à long terme, qu'on va faire mieux que ce qu'on faisait avant, la méthode artisanale, finalement très artisanale à l'œil, regardez, puis on dit c'est là, boum, on tapait. Il faudra probablement
j'oserais dire 20 ans pour prouver une supériorité. Je vous remercie pour cette question parce que c'est le key point, c'est vraiment le point clé de la réflexion qu'on a menée, parce qu'on a navigué pendant un petit moment, pas moi, Gérard Asensio qui était mon chef de service préalablement à ma prise de fonction, et on avait regardé justement les hanches qui avaient été naviguées, et la littérature en plus l'a conforté, il n'y a pas de bénéfice franc à la navigation sur la hanche, on est très clair là-dessus. Donc, mais par contre, on a constaté qu'on médialisait, on a sanctionné quand même les cupules. On contrôle mal, c'est l'avantage du robot, c'est-à-dire que le robot se bloque dans la position. Quand vous naviguez, parfois vous impactez la cupule et vous contrôlez mal finalement, et vous êtes devant un état de fait qui fait que. Deuxième problème, pour être un peu sensibilisé par l'équilibre pelvien, on n'a pas cette donnée-là, c'est-à-dire que le robot va fiabiliser finalement un choix partial qu'on va faire nous, c'est-à-dire qu'on va positionner dans une position qui n'est pas forcément la bonne, ou qui ne sera pas forcément la bonne 20 ans après, parce que le patient va rétroverser progressivement le bassin, et donc on aura une antéversion acétabulaire qui fera que, on va mettre une cupule peut-être pas au bon endroit pour plus tard, ou pas au bon endroit tout court. Au moment de la raideur lombopelvienne, on l'a pas non plus, donc le robot révolutionne pas ça, on n'a pas accès à ces données-là, donc il faut rester raisonnable sur la robotisation, mais l'intérêt de la réflexion, elle est sur le hip spine, c'est-à-dire en gros, quelle peut être l'influence justement de ce complexe lombopelvien dans le choix qu'on va faire du positionnement des implants. Le robot, il va simplement se mettre là où on a envie d'être, quoi. Mais toute la réflexion, reste encore... Merci. Pour compléter les informations qui ont été données, à l'Académie de médecine, il y a également une commission qui est en train de terminer son travail d'ailleurs sur la robotique, et il y a un certain nombre de points qui sont ressortis. Il y a le problème du coût d'abord, et dans le coût il y a deux choses, il y a l'achat du robot et d'autre part le matériel qui est utilisé à usage unique dans le robot. Donc moi déjà j'ai une question à te poser, est-ce que par exemple tes frais sont à usage unique? Deuxièmement, il y a le problème de la formation. Aujourd'hui la formation à la chirurgie robotique est assurée par les industriels, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, et il faut que les chirurgiens puissent récupérer cette formation et qu'elle ne soit pas livrée uniquement aux industriels, notamment en termes d'indications, parce que les industriels commencent à se mêler du problème des indications aussi. À la limite, qui forment les gens sur le plan technique, c'est normal, mais sur le plan des indications, c'est un autre problème. Et le dernier problème, c'est aussi le problème d'information pour toi. Si on veut aller plus loin dans la question que pose Henri Judet, à savoir, est-ce que c'est mieux d'utiliser un robot ou non? Est-ce que tu vas faire une étude randomisée avec un tirage au sort de tes patients? Deuxièmement, quelle information tu vas donner à tes patients sur l'utilisation ou non du robot dans ta chirurgie de la hanche? Ça fait donc beaucoup de questions, je vais essayer d'y répondre. La première, c'était fraisage usage unique. On est là encore un FEOD, c'est évidemment ce qu'il faudrait faire, on est un FEOD au labo. C'est-à-dire que si le labo ne sort pas des fraises à usage unique, on ne peut pas. Puisqu'on est obligé de mettre sur le robot finalement la fraise du laboratoire de la prothèse qu'on va mettre. Donc déjà, effectivement, c'est un gap qui est, à mon avis, un gap à combler, parce qu'on est embêté avec ces fraises qui ont été 52, on sait qu'on va mettre toujours des 50-52, on va fraiser toujours la même fraise, et au bout d'un moment, là c'est scléreux, c'est compliqué, on met du temps à fraiser. Donc c'est vrai que la bonne idée, c'est la fraise à usage unique, et là c'est vraiment la bonne application. La deuxième question, c'était sur... C'est un problème de la formation. Alors là, actuellement, on est centre formateur, mais en fait, on passe par le laboratoire de façon indirecte, c'est-à-dire qu'on va être formateur pour les fortes, et donc Stryker va donner, pour ce qu'on va parler, on va appeler un chat, donc le laboratoire va donner de l'argent à Stryker, à les fortes, et c'est les fortes qui va gérer, entre guillemets, par cet intermédiaire-là, les fellows qui vont venir dans le service pour une formation qui sera une formation dite européenne, puisque au-delà de notre centre en France, il y a d'autres centres en Europe qui sont des centres formateurs. Mais ça passe effectivement par des interfaces qui sont toujours un peu commanditées par les entreprises et les laboratoires. Et la troisième question, c'est sur une étude randomisée, tirage au sort, et versus pas de tirage au sort, et quelle information tu donnes à tes patients dans l'utilisation non du robot dans la prothèse de hanche. Ce que tu leur dis, ça va être mieux si je vous opère avec un robot. Parce qu'aujourd'hui, il y a des patients qui disent, notamment, je pense que Sébastien ne peut pas me dire le contraire, il y a des patients qui réclament la chirurgie robotique pour le genou aujourd'hui. En fait, la question a dû la réponse, c'est exactement ça, c'est que les patients ils viennent pour ça, quoi. Et que c'est très compliqué de faire des études, sachant qu'ils viennent souvent, il y a un effet attractif qui fait que, comme le mini-abord invasif, comme l'abord antérieur sur la chirurgie de la hanche, etc., il y a cette espèce d'appel d'air qui fait que les gens, ils entendent parler du robot, ils pensent que c'est mieux, ils viennent pour ça. Donc c'est très compliqué de mener une étude randomisée, même en étant en CHU et même en étant PUPH, parce qu'il faudra le faire, mais c'est compliqué. Merci beaucoup Pascal.